Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média, l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. Les potaches battent le pavé pour exiger la reprise des cours rassemblés à Dakar au niveau de la place de la Nation. Ces élèves du public ont été soutenus par leurs pairs à Saint-Louis qui ont aussi décrété 3 jours de grève générale. Un mouvement d'humeur dispersé par les forces de sécurité et fustigé par l'inspectrice d'académie de Dakar. Vous l'entendrez dans ce journal. La disparition de 9 soldats sénégalais présumés prisonniers de rebelles casamançais fait réagir le forum civil. Selon Birahim Seck, la lutte contre le trafic de bois doit être une préoccupation sous-régionale. Même son de cloche du côté du colonel Moumar Gueye, l'ancien haut gradé de la Grande Muette, en faveur d'une implication des pays limitrophes pour contrecarrer ce phénomène. Soutien au Mali, la société civile dans la rue ce vendredi pour porter le combat. Objectif, faire revenir la CEDEAO sur sa décision qui asphyxie le Mali et risque d'étouffer par la même occasion les pays frontaliers. Ismaïla Sarr de retour au sein de la tanière après un bref séjour en Europe pour soigner sa blessure à la jambe. L'attaquant a effectué sa première séance d'entraînement, une séance marquée par l'absence de Sadio Mané qui a bénéficié d'un repos suite à son choc à la tête subi lors du match du Sénégal face au Cap-Vert. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Rassemblés au niveau de la place de la Nation pour manifester leur ras-le-bol du bras de fer qui oppose l'État aux enseignants, les élèves du public ont été dispersés par les forces de sécurité. Cela fait en effet 2 mois qu'ils n'ont pas fait cours. Un retard qui impacte leur curricula mais aussi leur quantum horaire. Ces potaches veulent tout simplement reprendre les cours au plus vite. Tabib Faye était de la manifestation. Voilà une expression qui a manqué à ces élèves depuis 2 mois. La grève des enseignants est passée par là, une situation déplorée par ces lycéens de Dakar. Ils ont manifesté leur mécontentement. Ceux de Blaise Diagne, Ngalandou Diouf, Delafosse, Kennedy, entre autres, étaient dans la rue pour réclamer la fin des débrayages. Et là, dans aucune matière, on a fait au moins qu'un seul devoir. Ce n'est pas normal. Et les compositions ont été programmées pour cette semaine. Et on doit aller faire le bac dans 5 mois. Je pourrais dire que nous sommes restés depuis 2 mois et quelques sans apprendre, ce qui est tout à fait anormal. Nous interpellons l'État pour qu'il puisse nous venir en aide et payer nos professeurs, surtout ça. Pas été payés depuis longtemps, pas par leur salaire, mais par leurs indemnités, d'après ce que nous avons entendu. Et de ce fait, nous voulons qu'ils leur payent ce qu'ils revendiquent. Alors pour pouvoir continuer notre éducation. L'école, on ne travaille pas. Les professeurs ne viennent pas régulièrement. Très motivés, mais ils se heurtent à la résistance des policiers. Au menu, des échanges de grenades lacrymogènes contre des pierres à la place de la Nation. Tout à coup, nous avons vu un autre véhicule quitter là-bas et venir pour nous embarquer. Non pas plus pour nous embarquer, mais de tirer des lacrymogènes sur nous. Et ce qui est anormal. 2 compagnons d'infortune se retrouvent entre les mains de la police. Les négociations entamées ne semblent pas porter les fruits. Pour moi, aussi que les profs ont raison, ils ont tort, aussi que le gouvernement a tort. Parce que c'est le gouvernement qui avait pris les mesures et avait dit qu'il donnerait aux profs ce qu'il voulait. Donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et respecte ce qu'il avait dit. La colère se lit sur le visage des élèves. À 5 mois des examens, ces apprenants estiment qu'ils n'accepteront pas d'être entre le marteau des syndicats d'enseignants et l'enclume des autorités en charge de l'éducation. Pour ces jeunes, la seule solution qui s'impose reste le retour immédiat des activités scolaires. Ces élèves qui ont donc bravé l'administration pour battre le pavé ont très tôt été rappelés à l'ordre par l'inspectrice d'académie de Dakar. Khadija Touba reconnaît certes la légitimité de leur courroux, mais leur reproche d'avoir fait une marche sans autorisation préalable. Nous l'écoutons toujours au micro d'Avip Faye. Je leur ai demandé s'ils avaient une autorisation. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. J'ai dit que nous sommes dans un pays de droit. Si vous n'avez pas une autorisation de vous regrouper, de faire une marche, vous ne pouvez pas le faire. On est dans un pays de droit. J'étais en train de leur expliquer cela. Pour leur dire que même si votre manifestation est légitime, vous voulez aller à l'école,
nous tous, en tant qu'administration scolaire, nous sommes avec vous. Nous voulons nous aussi que cette grève s'arrête et qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties pour que cette grève-là s'arrête et qu'on retourne aux enseignements apprentissages. Nous, administration scolaire, nous le voulons plus que tout le monde. Quand je vois les élèves dire que nous voulons aller à l'école, moi j'ai envie de pleurer parce que je sais que c'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. Mais il y a une grève des enseignants qui est là. Il faut qu'eux aussi, s'ils veulent être entendus, qu'ils sacrifient à la loi, c'est-à-dire qu'ils passent par où ils devraient passer, demander une autorisation de manifester pacifiquement. Nous sommes avec eux, mais c'est la façon dont ils le font, c'est ça moi que je déplore. 3 jours de grève générale décrétés à Saint-Louis, toujours par les élèves du public qui ont sorti les élèves du privé de leurs établissements. Ensemble, ils ont dénoncé le retard des cours au niveau des écoles publiques, alors que dans le privé, eh bien, les professeurs qui font cours dans ces écoles ont presque terminé le programme. Ousseynou Diop pour les détails. Établissements publics de Saint-Louis ont sorti leurs camarades du privé de la ville ce mercredi. En mouvement, les élèves grévistes ne peuvent plus comprendre ni accepter l'attitude de leurs professeurs qui, selon eux, favorisent le privé au détriment des écoles publiques. Nos professeurs nous laissent ici pour aller faire cours dans le privé. Nous voulons que les professeurs nous respectent. L'État n'a pas réagi à nos doléances et c'est ce que nous déplorons. Tant que cette situation n'est pas réglée, nous allons continuer la grève. Ils ont décrété 3 jours de grève pour mettre à nu le comportement discriminatif des professeurs du public. Selon le porte-parole du jour, tant que cette situation n'est pas réglée, la grève va continuer. 3 jours de grève. Aujourd'hui, demain et après-demain. Monsieur, tant que les professeurs ne seront pas en classe pour qu'il y ait une régularité entre nous et tous les autres, nous serons dans la rue. Les élèves de Saint-Louis demandent aussi l'implication de l'État dans le règlement de ce problème qui gangrène l'école saint-louisienne à quelques mois des examens. Actuellement, les écoles publiques sont en retard sur le programme et tant que cette situation n'est pas réglée par les autorités, nous allons continuer la grève. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que les potaches de la ville de Mamkoumabang désertent les salles de classe pour dénoncer les mêmes faits. Cette fois-ci, ils ne comptent pas lâcher prise tant que cette situation n'est pas résolue définitivement. Et puis, vous le savez, 9 soldats sénégalais de la mission ouest-africaine en Gambie sont portés disparus depuis ce lundi, présumés captifs de rebelles casamançais à la suite d'affrontements lors d'une opération contre le trafic de bois. C'est ce qu'a annoncé l'armée sénégalaise dans un communiqué, mais ce n'est pas une première au Sénégal. Si l'on se réfère à la prise d'otage de 5 soldats sénégalais en 2011, leur libération avait d'ailleurs mobilisé la communauté catholique de San Egidio, la Croix-Rouge, mais aussi des autorités militaires. Alors, retour sur ces 2 moments qui ont marqué l'histoire de l'armée sénégalaise, c'est avec Ibou Diouf. Kaboum ne vous dit pas peut-être grand-chose, mais l'histoire du Sénégal retiendra que c'est dans ce gros village niché dans la communauté rurale de Yakunda, département de Bunkiling, dans la région de Sédhiou, qu'il a eu pour la première fois des militaires sénégalais pris en otage par des éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance. La direction de l'information et des relations publiques des armées avait confirmé l'information. Le MFDC avait le mois suivant revendiqué d'autres otages. Plus tôt, dans la semaine suivante, la presse locale avait annoncé la capture de 5 militaires suite à l'assaut du 13 décembre 2011, citant un responsable des MFDC. Cette attaque du cantonnement militaire du village de Kaboum à Sédhiou avait provoqué la mort de plusieurs personnes dans les rangs de l'armée, selon des sources militaires. L'armée sénégalaise avait-elle nié avoir subi des pertes tout en précisant, dès le 19 décembre, rechercher 5 de ces éléments disparus à la suite de l'attaque. En décembre 2012, les soldats sénégalais sont libérés. Cette libération faisait suite à des pourparlers organisés à Rome le 14 octobre entre le MFDC et les autorités sénégalaises au siège de la communauté catholique de San Egidio et des facilitations du Comité international de la Croix-Rouge. 10 années après, 9 autres soldats sénégalais de la mission ouest-africaine en Gambie sont portés disparus. L'espoir de paix revenu en Casamance en 30 années de conflit entre l'armée sénégalaise et les indépendantistes a fait des milliers de victimes. Cette prise d'otage
qui consiste à retenir les militaires contre leur volonté afin de revendiquer quelque chose et risque de porter un coup au processus enclenché pour la paix définitive en Casamance. Mais force est de constater que dans cette catégorie de petits pas vers une normalisation, les progrès dans le déminage de certaines localités a permis le retour des populations dans des zones jadis désertées et aux paysans de reprendre les travaux des champs. Et suite à la disparition de ces 9 soldats sénégalais, la société civile par la voix de Birahim Seck, mais aussi le colonel Moumar Gueye, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, réagissent. Selon eux, la lutte contre le trafic de bois doit être une affaire sous-régionale et le gouvernement doit mettre à disposition les moyens à disposition des eaux et forêts. Ils s'expriment tous les deux dans cette conférence de presse suivie par Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. C'est tout le Sénégal qui s'inquiète pour ces djambars introuvables suite à des affrontements lors d'une opération contre le trafic de bois. Le colonel Moumar Gueye juge que c'est un acte ignoble. Ce sont des camions, des grues et des scies électriques que les criminels utilisent et entrent dans les forêts, armés aussi, pour exercer leur forfait. Et quand ils sont sur le terrain, ils n'hésitent pas à tirer sur tous ceux qui pourraient les déranger. Birahim Seck aussi dénonce. Pour lui, les moyens des eaux et forêts doivent être renforcés. Mais la question englobante du trafic de bois au niveau de la Casamance naturelle, c'est bien une réalité. C'est bien une réalité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous, au niveau du Forum civil, nous avons mis en place des instruments citoyens de lutte contre le trafic de bois qu'on appelle Auster, qui permet d'apporter le soutien aux agents des eaux et forêts, mais également forces de défense et de sécurité. Mais souvent, il est assez étonnant de voir que quand on fait des alertes auprès des autorités, souvent, ils font la sourde oreille. Donc il appartient, je pense, à l'État du Sénégal de mettre les moyens qu'il faut pour mettre en avant tous les citoyens qui vivent ces fléaux et pouvoir dénoncer ces trafics de bois au niveau de la Casamance, que ce soit au niveau de Vélingara, au niveau de Médina Yoro Foulah, de Pata, mais également au niveau de Bignona, au niveau de Gonk, de façon générale. En Afrique, la sauvegarde des ressources forestières est importante. Elle draine des enjeux insoupçonnés. Alors, les pays limitrophes doivent jouer pleinement leur rôle. Je crois aussi qu'il y a un défaut de mobilisation des populations. Parce que cette affaire est un mal national, c'est une menace nationale. Nos ressources forestières sont gravement menacées et si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour participer à la lutte et dénoncer tous ces criminels-là, eh bien, on ne s'en sortira pas. Il y a également une nécessité de loyauté de la part de nos pays, des pays limitrophes, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau et autres. Aujourd'hui, des familles de soldats et tout un peuple croisent les doigts et prient pour que ces 9 défenseurs de la nation soient retrouvés. Et vous avez sans doute dû rectifier de vous-même, ce n'était pas là une conférence de presse, mais plutôt un reportage qui a fait intervenir à la fois le colonel Moumar Gueye et Birahim Seck du Forum civil. Robert Sagna, président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, a lui aussi réagi suite aux opérations conduites par le 5e détachement sénégalais de la mission militaire de la CEDEAO en Gambie. Il déplore les pertes subies et l'enlèvement de militaires au cours de l'accrochage survenu à Wiam, au sud de la Gambie. Selon lui, cela constitue une tache d'huile dans le processus de paix en Casamance. Nous l'écoutons, il était ce matin avec nos confrères de RFM. Un événement déplorable est venu interrompre un peu un processus qui semblait bien avancé. Disons, un processus de paix qui semblait bien avancé. Mais comme vous l'aurez constaté, il n'y a pas de relation directe entre ce qui s'est passé et la lutte pour l'indépendance de la Casamance que réclame le MFDC. Nous avons là un phénomène qui est lié à un trafic de bois. C'est totalement différent de l'objectif de départ du MFDC et en tant que responsable du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, je ne peux que le déplorer. C'est vraiment malvenu à un moment où
processus de paix semblait définitivement installé vers sa fin, la fin de la guerre. Bon, on continuera, pour autant, on n'arrêtera pas les activités pour toujours voir la meilleure façon d'aboutir à une paix définitive en Casamance. Bon, mais... Allez, ouvrons le chapitre politique de cette édition. À présent, la question que se posent de nombreux analystes à l'heure actuelle et surtout après la défaite de Benno Bokk Yakaar aux élections locales, comment le chef de l'État Macky Sall compte-t-il réorganiser son gouvernement, lui qui avait annoncé la nomination d'un Premier ministre tout juste après ces élections? Eh bien, de l'avis de Maurice Soudjek Ndion, professeur agrégé en sciences politiques, le chef de l'État Macky Sall gagnerait à équilibrer ses choix avant les législatives prévues dans quelques mois. Le voici avec Marcel Farba Marouna. C'est une question délicate parce qu'en même temps que le président de la République ne peut pas bouleverser l'attelage gouvernemental, même s'il y a eu beaucoup de ministres qui n'ont pas gagné dans leur localité lors de ces élections, eh bien, il va falloir aussi qu'il fasse un arbitrage assez serré parce qu'en même temps qu'il ne peut pas avoir un gouvernement où il y a beaucoup de perdants parce que ça renvoie une idée d'impopularité, il faut certainement qu'il fasse à travers un dosage, un équilibre subtil, appel à certains qui ont gagné dans leur localité et aussi se débarrasser de tous les perdants serait quelque part aussi hypothétique quant aux résultats des élections législatives à venir, tant il est vrai que ce serait une source de démotivation pour tous ces leaders-là qui, quand bien même ils auraient perdu, détiennent quand même quelques pouvoirs encore sur le plan local au niveau de la représentativité. La débâcle de Benno Bokk Yakaar à Dakar, notamment dans le département chasse gardée de Taxawu Dakar, son hégémonie se poursuit même dans Yewwi. Presque toutes les communes dans l'escarcelle de cette coalition de l'opposition. Le pouvoir, lui, cherche en vain encore et toujours le département de Dakar qui lui tient tête. Le point, c'est avec Binta Diallo. Barthélémy Diaz non seulement gagne Sacré-Cœur-Mermoz avec assurance contre le candidat de Benno Bokk Yakaar Zator Mbaye et les autres candidats de la commune, mais le poulain de Khalifa Ababacar Sall gagne aisément également la ville au détriment de Soham El Wardini, la mairesse sortante de Dakar, candidate à sa propre succession par Buntoubi, et d'autres grosses pointures, Pape Diop de Bokk Gis Gis, Sénégal 2035 de Mame Mbaye Niang, Doudou Wade de Wallu Sénégal et Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat du parti du président Macky Sall. À Grand Yoff également, Taxawu Dakar ne s'est pas laissé faire. Le maire sortant a bataillé ferme pour ne pas laisser sa mairie à ses adversaires, entre autres le candidat de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Bakhoum, Madiop Diop, continue donc de garder jalousement son territoire communal. À la Patte d'Oie, le maire Banda Diop, qui avait hérité de la commune grâce à Taxawu Dakar, a perdu au profit de Yewwi Askan Wi, dont Taxawu Dakar est membre, faut-il le rappeler. La présidente du mouvement des femmes Jigéni Pastef, Maïmouna Dièye, déboulonne Banda Diop, qui avait tourné le dos à Khalifa Ababacar Sall pour intégrer Benno Bokk Yakaar. Jean-Baptiste Diouf avait gagné grâce à Taxawu Dakar en 2014 Grand Dakar, tout comme Alioune Ndoye à Dakar Plateau avant leur retour au Parti socialiste. Ils restent tout de même les maîtres de leur commune. Moussa Sy est dans le même lot. Grâce à Taxawu Dakar, il a eu à garder les Parcelles Assainies à partir de 2009 jusqu'à 2019. Son ralliement au parti au pouvoir lui a coûté cher parce qu'il a été battu même dans son bureau de vote par Yewwi Askan Wi. À Dalifort, le successeur de feu Idrissa Diallo, fidèle des fidèles de Khalifa Ababacar Sall, son successeur donc imposé par le parti au pouvoir, a été élu au détriment du candidat de Yewwi Askan Wi. La Médina reste fidèle à Bamba Fall. Bamba Fall, élu en 2014 sous la bannière également de Taxawu Dakar, en 2022 réélu par sa propre bannière
Médina au cœur contre le candidat de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Ba surnommé le Messie de la Médina qui n'a vu que du feu. À la SICAP Liberté, Sonté Agne, le maire de Taxawu Dakar en 2014, n'a pas été candidat à sa propre succession, mais Yewwi Askan Wi n'a pas fait de cadeau à la candidate de Benno Bokk Yakaar, Zahra Iyane Thiam, copieusement battue jusque même dans son bureau de vote. La commune de Derklé Dieuppeul Castor a encore choisi Cheikh Gueye de Taxawu Dakar au détriment de Ababakar Sadir Bey de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas le cas à Mbour, où la mouvance présidentielle a remporté toutes les localités, même si l'opposition a fait une percée. Les responsables de cette mouvance, justement, estiment que Mahmoud Saleh a joué un rôle déterminant dans cette victoire. Ils veulent privilégier l'intercommunalité, j'y arrive enfin, pour réaliser de grands projets dans le département. Les détails, c'est avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Sur les 16 collectivités territoriales du département de Mbour, la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté les 12 communes. Les 4 autres ont été gagnées par des listes parallèles de la mouvance présidentielle. L'opposition a certes fait une percée, mais elle n'a remporté aucune commune. Les responsables de la mouvance présidentielle magnifient la démarche de Mahmoud Saleh. Donc si le Benno a pu tirer son épingle du jeu, c'est grâce à Mahmoud Saleh dans le département de Mbour. Et nous voulons le remercier au nom de tous les candidats, lui rendre hommage pour son implication dans cette victoire-là. Il faut que les gens comprennent que Mbour est fier de son fils. Nous serons derrière lui pour l'accompagner à aider son excellence le président Macky Sall à pouvoir faire face aux nouveaux défis qui nous attendent. Réélu à la tête de l'institution départementale, Saliou Samb estime que les maires doivent privilégier l'intercommunalité et le conseil départemental a un rôle important à jouer dans ce sens. Ça nous permettra de pouvoir aborder ce mandat avec des projets structurants comme dans le domaine du traitement des ordures, par exemple. Nous avons des partenaires qui sont prêts à aller dans une intercommunalité et pour le traitement de ces ordures. En plus de cela, c'est seulement dans l'intercommunalité qu'on peut avoir une université qui sera plus que départementale. Donc vraiment, nous comptons accompagner ces maires. Sur les 16 maires sortants, 8 ont perdu leur poste. Il s'agit des maires de Mbour, Somone, Diass, Ndiaganiao, Fissel, Nguéniène, Joal et Sessène. À Fatick, le fief du chef de l'État Macky Sall, la victoire de Matar Ba contestée, la coalition Andu Nawlé Suxali Sunu Gox dénonce avec vigueur de nombreuses irrégularités lors du scrutin de dimanche, un transfert massif d'électeurs, primo-votants, un achat de conscience extravagant, notamment au sein de la ville. Benno Bokk Yakaar a obtenu, je le rappelle, plus de 38% des voix et la liste parallèle Andu Nawlé Suxali Sunu Gox arrive deuxième avec plus de 24%. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey, reportage. La liste parallèle Andu Nawlé Suxali Sunu Gox de la commune de Fatick ne s'avoue pas vaincue. Elle arrive deuxième derrière Benno Bokk Yakaar dirigé par Matar Ba, mais soutient que les élections de dimanche ont manqué de transparence et de liberté dans la commune. Depuis le début, nous avons tenu à interpeller les autorités des soupçons que nous avions quant à la possibilité d'un transfert important d'électeurs vers Fatick. Fort heureusement, ça s'est confirmé. Et nous ne comprenons pas que des citoyens puissent figurer dans un fichier électoral alors que nous ne sommes pas en période de révision des listes électorales. Nous ne comprenons pas que des responsables de l'Alliance pour la République de Fatick puissent disposer de cartes d'électeurs et des cartes d'identité nationale qu'ils distribuent par leur propre gré. Dans tous les bureaux de vote à Fatick, pour la première fois, nous avons atteint la barre des 500 électeurs et plus. Alors que dans ces différents bureaux de vote, ça tournait en moyenne autour de 350 à 400 électeurs par bureau de vote. Ses camarades de Mamadou Camara, candidats de cette liste dissidente, sont convaincus que la victoire est de leur côté. Ils ont des preuves. Et les jours à venir nous permettront de le confirmer avec des éléments de preuve beaucoup plus palpables. Comment se fait-il que les restes de la coalition Benno Bokk Yakaar dépensaient autant d'argent pour acheter et détourner le vote des citoyens fatickois dans un contexte électoral qui nous caractérise? La justice sera saisie, un recours est en gestation. Nous sommes en train de réunir tous les éléments de preuve par rapport à ce que nous allégons pour pouvoir en saisir les autorités en conséquence pour que ça ne soit pas juste des propos tenus. Face à leurs nombreux sympathisants, ils ont réaffirmé leur ancrage à l'Alliance pour la République et leur loyauté au chef de l'État Macky Sall. Ils ont juste soif d'un avenir meilleur pour la ville de Fatick, ont-ils rappelé.
Ziguinchor, après publication des résultats officiels de l'élection du 23 janvier dernier, par la commission départementale de recensement des votes, l'un des 5 candidats à la mairie se prononce. Dr Idrissa Bodian invite le nouveau maire à se conformer aux lois et règlements de la République, et cela dans le traitement de tous les dossiers. Il a fait face à la presse. Boubacar Diassi et Lamine Mondjan pour les détails. Et la publication des résultats des élections locales du 23 janvier dernier par la commission départementale de recensement des votes, Dr Idrissa Bodian de l'initiative pour une politique de développement, l'un des candidats à la mairie de Ziguinchor, fait face à la presse pour évaluer le scrutin. Ce que nous avons constaté dans le processus électoral, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de retrait des cartes d'électeurs, parce que beaucoup de nos jeunes n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Vous voyez le préjudice que cela porte. Maintenant, ça, c'est une irrégularité qu'on peut voir de façon très flagrante et de façon très claire. Et ça, c'est preuve à l'appui, Yana. Maintenant, dans le processus, le jour du vote, du scrutin, ça, personnellement, nous n'avons pas vu grand-chose. Les élections sont déroulées dans les meilleures conditions et qu'on a sillonné quand même quelques bureaux ou quelques centres. On a constaté aussi un bon déroulement du scrutin. Le candidat malheureux à la mairie de Ziguinchor a cependant quelques conseils à prodiguer au vainqueur Ousmane Sonko. Je le félicite et je l'encourage pour lui dire que le travail pour lui vient de commencer. Ma position aujourd'hui, c'est lui donner que de conseils. Ce que nous pouvons lui dire, il n'a qu'à comprendre qu'il est le maire de tous les Ziguinchorois, sans stigmatisation, sans reproche, autre que ce soit, mais aussi dans l'équilibre, en respectant les lois et règlements de notre pays. Il n'est pas le maire d'un groupe ou d'un parti qui l'ont élu. Dr Idrissa Bodian a également demandé à Ousmane Sonko de commencer le travail dès maintenant. Retour à Dakar et plus précisément à Ngor. Il est certainement l'une des surprises de ces élections et un des reflets d'une jeunesse politique bien engagée à prendre son destin en main. Mbagaye Ndiaye, pour ne pas le nommer, a été élu maire de la commune de Ngor à l'âge de 38 ans. Ce spécialiste en tourisme numérique qui a été conseiller municipal de la mairie qu'il va désormais diriger compte répondre aux attentes des populations avec l'équipe qui l'accompagne. Son portrait est dressé par Marcel Farba Maroun et Aline Diagne. Mbagaye Ndiaye est devenu depuis dimanche le nouveau maire de la commune de Ngor. Né le 25 avril 1983 à Pikine avant de rejoindre Ngor, celui qui a représenté la coalition Yewwi Askan Wi lors des dernières élections locales a d'abord étudié à l'école El Hadj Beitir Samb de Ngor avant de rejoindre Ngalandou Diouf et Maurice Delafosse, puis l'école polytechnique de Dakar. Spécialisé dans le tourisme numérique, il a décidé de se présenter à la mairie de Ngor à la suite, dit-il, d'une demande sociale, lui qui a auparavant intégré le conseil municipal de ladite commune. On a fait des concertations, malheureusement le maire on ne l'avait pas vu parce qu'il était absent du Sénégal pour des raisons médicales. Donc on ne l'a pas vu mais on a vu tout le monde. On a échangé, c'était bien avant qu'il y ait des coalitions Yewwi Askan Wi au Sénégal, ça fait très longtemps. On a échangé sur ça, malheureusement certains, la plupart des gens sont restés. On était 11 personnes, 11 candidats à vouloir diriger et les 4 sont sortis et on a eu après les 7 qui étaient là avec nous pour continuer ça. Arrivé au moment où il fallait choisir un candidat, ils se sont concertés. Ils m'ont désigné. Conscient de la grande responsabilité qu'il endosse désormais, Mbagaye Ndiaye ne manque pas de rappeler les valeurs que la religion lui a léguées, lui qui est petit-fils du défunt Khalif des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. J'ai grandi dans un environnement religieux, donc je sais en fait quelle est la responsabilité qui pèse sur la personne qui aspire à diriger. Comme le dit, comme le dit le prophète, quand tu aspires à diriger, tu es responsable et tu seras mis devant les faits, devant le Seigneur. Il ne reste plus désormais qu'à répondre aux attentes des populations de Ngor. Mbagaye Ndiaye est convaincu d'y arriver, voire même d'en faire plus, avec l'équipe qui le soutient depuis le début, constituée d'une jeunesse plus que jamais déterminée.
Et puis je veux l'annoncer en titre, la société civile sénégalaise dans la rue ce vendredi pour soutenir le peuple malien sous embargo depuis quelque temps. C'est à la place de la nation que Sénégalais et Maliens vont manifester pour faire revenir la CEDEAO à de meilleurs sentiments. La situation étant devenue complexe pour les deux peuples dans bien des domaines et notamment le domaine économique. Fatou Bintou Conté, Pape Sangone Mbaye ont assisté à leur conférence de presse en prélude à cette manifestation. La société civile sénégalaise dans la rue ce vendredi en soutien au peuple malien sous embargo depuis 3 semaines. Les Sénégalais, avec leurs homologues maliens, vont battre le macadam pour amener la CEDEAO à revoir sa décision. Nous appelons à une manifestation transfrontière. Nous appelons à une manifestation historique, à la hauteur de ces enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir du Mali qui se pose, c'est l'avenir de tout le continent qui se joue sur le plan économique, politique et social. Vu les enjeux écostratégiques du Mali, je dirais même de toute l'Afrique, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. À leur côté, le peuple malien qui dénonce cette décision de la CEDEAO. Nous sommes pris par un système oligarchique et si on veut une Afrique indépendante, souveraine, il est grand temps vraiment de manifester. Cette fermeture des frontières entre les deux pays n'est pas sans conséquences sur le plan économique. Il y a d'abord le commerce entre les deux pays. Le commerce frontalier, qui est d'abord un commerce informel, un commerce pour la survie d'abord. Il y a des femmes et des jeunes, des enfants qui travaillent en fonction des déplacements des populations de pays à pays. Et en ce moment, à la frontière entre le Sénégal et le Mali, les chauffeurs vivent un véritable calvaire. Sénégalais et Maliens, affaire de public de route. La situation est actuellement compliquée, car la décision n'a pas de délai. Cela nous a surpris. Combien de camions maliens comme sénégalais n'arrivent pas à se déplacer? Que c'est la CEDEAO qui va leur donner de quoi subvenir à leurs besoins à la frontière entre les deux pays? Autant de faits qui a amené les deux peuples à sortir dans la rue pour demander l'ouverture immédiate des frontières. Allez, direction Bafoussam à présent. Mais avant de parvenir à l'actualité sportive, ce petit reportage exotique de nos envoyés spéciaux au marché de Bafoussam. Un marché où la viande de brousse est très prisée. C'est le principal marché de la ville. Et on y trouve pêle-mêle de la viande de serpent, de singe, de hérisson ou encore d'antilope. Momodou Ndiaye, Ahmed Nian, on fait un tour au marché Bandjoum de Bafoussam. Reportage. C'est à l'entrée de Bafoussam, non loin de l'aéroport de la ville, que se trouve le célèbre coin nommé le carrefour Bandjoum. Ici, on a un large choix pour trouver la viande préférée. Le boa, le rat, le hérisson, en passant par l'antilope, sans oublier le varan. Il y a la viande de brousse, l'antilope, oui. Il y a aussi le serpent bois. Il y a le hérisson, il y a le rat, il y a le varan, oui. Il y a la biche, le poulet du village, oui, c'est tout ce qu'on vend. Le prix varie selon le choix du client et parfois ça peut atteindre 2000 francs camerounais ou plus. Mais la taille du reptile est prise en considération aussi. Il y a 1000 francs, il y a 1500, il y a 2000, le rat à 700, le poulet du village à 500. Il y a le rat que les clients aiment souvent et les hérissons. Selon les qualités, non. Il y a les viandes comme par exemple l'hérisson. L'hérisson est mousse, donc c'est une viande qui ne se cuit pas très longtemps. Ainsi que le serpent bois. Le serpent, c'est pas longtemps. Bon. La biche, ça prend du temps, oui. Ainsi que le rat, ça prend un peu du temps aussi. Oui, le poulet du village, ça prend du temps aussi. Un lieu très fréquenté et clients font des kilomètres pour venir déguster cette bonne chair de brousse. La tête de l'hérisson, ici, elle coûte 1500. C'est très bon. Très bon régulièrement, oui.
Quand il passe ici, il mange la tête de l'hérisson. Je suis de passage. Ah, je suis de passage. Ouais. Ouais. Ça, je mange de la biche. La cuisse de la biche. Okay. Et ça coûte 2000 francs. C'est un peu cher. Un peu cher. Mais tout ce qui est bon est cher. Tout ce qui est bon est cher. La viande de brousse, une particularité culinaire de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Ici, la conception populaire est qu'après un bon repas, on a droit à une bière toute fraîche. Et puis, bonne nouvelle, l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr de retour au sein de la tanière. Il a rejoint ce mardi le camp de base des Lions à Bafoussam après un séjour en Angleterre et à Barcelone où il devait suivre un traitement pour se remettre de sa blessure contractée le 20 novembre dernier. L'attaquant a donc effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi avec l'effectif. Une bonne chose pour le groupe, mais la question qu'on se pose est est-ce qu'il retrouvera son niveau? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Parti du groupe le 12 janvier pour se rendre à Barcelone afin d'y faire soigner sa blessure au genou, l'international sénégalais Ismaïla Sarr a effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi avec les Lions du Sénégal. Un atout de plus dans le groupe d'Aliou Cissé. Sarr a contribué à beaucoup de buts. Je pense bien que c'est un peu plus de 5 buts de l'équipe nationale. Là, son retour est salutaire pour un Aliou Cissé qui pourra, en plus de Sadio Mané, disposer d'un autre joueur de couloir, un vrai joueur de couloir, différent d'un Boulaye Dia qui dépend sur le côté. Un joueur fougueux qui peut faire la différence sur de petites surfaces et qui a une pointe de vitesse fulgurante capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Vivace et percutant sur le côté droit des Lions, Ismaïla Sarr joue sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Mais une question se pose, est-ce qu'il va retrouver le niveau et le rythme de jeu pour le reste de cette compétition? La question de l'intégration, c'est déjà un groupe qu'il connaît au plan social, mais l'intégration au plan sportif, est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il sera au même niveau que le groupe déjà? Je ne pense pas. Maintenant, en tout bon Sénégalais, on aurait souhaité qu'il soit quand même à 70%. C'est pas évident. Là, c'est carrément le haut niveau. C'est une compétition qui demande énormément d'efforts, qui demande énormément de rythme. Vu que l'équipe est déjà à un autre niveau, je pense qu'il sera peut-être difficile qu'il s'intègre rapidement dans le groupe. Maintenant, tout dépendra aussi de la période de préparation d'ici le match des quarts. Les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement au complexe Tajidor de Bangou en attendant d'être édifiés sur le lieu des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous le voyez sur ces images, les Lions ont donc effectué une séance d'entraînement cet après-midi au complexe Tajidor. Sadio Mané était absent parce qu'il a droit à un repos de 2 jours. Fodé Ballo-Touré, aussi blessé, n'a pas participé à cette dernière séance au complexe Tajidor donc de Bangou. Tout le reste de l'effectif donc de l'équipe a participé à ce galop d'entraînement au lendemain de la victoire face au Cap-Vert, 2-0. Parlons lutte à présent. Le face-à-face entre Reug et Guigui a tenu toutes ses promesses. Les deux lutteurs promettent de livrer un grand combat. Une affiche organisée par Sénégal Entertainment à côté du drapeau GFM Combat que vous pourrez suivre en direct sur TFM. Et je vous propose tout de suite l'analyse du chroniqueur de lutte Malik Chandoum. Il est au micro de Chérif Dia. On a vu deux athlètes qui sont pressés d'en découdre. Ils se sont lancés des défis et des pics et je pense que nous allons vers l'un des combats les plus âprement disputés de l'arène. Ils ont promis en tout cas de se battre et ils ont également appelé au fair play et à la sportivité en toute responsabilité. Reug s'est préparé aux États-Unis tout comme son adversaire Guigui. Et tous deux, en tout cas, ont promis aux amateurs un combat qui sera époustouflant. Et je pense que sur le plan de la bagarre, ils se sont défiés, mais je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont fait pour cacher leur jeu, parce qu'ils ne sont pas tous de grands bagarreurs, même si Guigui a eu à battre par KO aux os. Reug n'a jamais battu un adversaire par KO. Ce sont deux lutteurs qui sont physiquement impressionnants. Je pense que la direction marketing a frappé un grand coup, d'autant que Sénégal Entertainment fait de ce drapeau le drapeau du groupe GFM. Et pour rendre justement aux téléspectateurs et tout cela qui s'identifient au groupe, on a décidé
de retransmettre en direct et en clair, pas de pay-per-view. Et ça, je crois que c'est un cadeau que le groupe GFM fait à tout ce beau monde qui ont fait de ce groupe un groupe leader dans le domaine médiatique. Et je pense que ça va contribuer quand même à redynamiser la lutte. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai, la lutte a perdu de son aura et de sa popularité parce que le système pay-per-view y est pour beaucoup. Et aujourd'hui, on va aller vers la lutte pure et dure en direct sur nos antennes. Une affiche alléchante en direct sur la télévision Futur Média. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Abdoulaye Der, il est déjà dans le studio. Il reçoit ce soir un infatigable combattant de l'écologie, l'ancien ministre de l'Environnement Ali Haïdar. Bonsoir Abdoulaye Der.